Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode d'Affaires Obscures. Salut David. Salut Florent, comment ça va? Bah ça va très bien, depuis un petit moment. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas enregistré là, donc ça fait plaisir de se retrouver enfin dans le studio à distance pour enregistrer Affaires Obscures et puis pour vous retrouver. Est-ce que t'as croisé d'autres histoires de maisons hantées depuis notre dernier épisode? Non, mais on en a plein dans notre escarcelle. Clairement, on peut encore en faire une bonne dizaine, voire une bonne cinquantaine, je dirais, avant d'épuiser le sujet. Et ouais, toi, t'en es où alors des histoires d'ovnis, des histoires parce que je sais que c'est ton dada. C'est ton dada. Ah ouais, tout le monde nous parle de Raël en ce moment, mais Raël, on est pile là-dedans. Ouais, il y a la série sur Netflix, là, Raël qui est sortie. Moi, j'ai pas encore regardé. Effectivement, sur Discord, vous êtes beaucoup à nous en avoir parlé de cette série, donc ça me tente bien de regarder. Toi, tu l'as regardé, David? J'ai commencé, c'est pas mal. Bon, c'est des sectes, c'est une secte, c'est l'histoire. Après, forcément, ça implique davantage, on va dire, les mécanismes des sectes que, on va dire, le mystère des ovnis. Donc bon, mais c'est sympa à regarder. Je pense que tout ce que j'espère, c'est que je serai pas embrigadé à la fin de l'épisode et je me baladerai pas avec un pendentif. Ouais, il n'y a pas un QR code à la fin d'un épisode si vous souhaitez rejoindre notre mouvement. Ça m'a clairement fait penser. J'ai vu sur Discord, il y en a qui l'ont mis, le sketch des inconnus, Made in Taiwan, Made in Taiwan. Ça c'est quand même fabuleux. Et à la fin, le journaliste qui dit non, et puis qui devient aussi adepte de la secte. Ouais, ça me fait toujours un peu peur ces trucs-là quand même. Tu vois, tu te dis, tu regardes un truc et tu te dis, mais les esprits fragiles en fait finalement. Ouais, et puis d'un autre côté, tu peux pas empêcher les gens aussi de vouloir adhérer à des trucs. Enfin, en fait, ce qui est assez étonnant, c'est que quand je suis arrivé au Canada, on est en train de dévier du sujet d'aujourd'hui, mais c'est pas grave. En fait, j'ai appris que il y a en fait une secte en France qui est interdite, les témoins de Jéhovah. Bah en fait ici c'est normal, tu vois, les témoins de Jéhovah. Il y a des temples, t'en croises un peu partout quoi, des temples témoins de Jéhovah. C'est interdit les témoins de Jéhovah. Alors moi j'ai toujours l'impression, en fait quand on voit un peu des gars en costard et des femmes en pantalon dans la rue avec on a l'impression qu'ils vont faire une réunion Tupperware, mais j'ai l'impression que c'est des témoins de Jéhovah justement. En fait, je pense que t'as raison, c'est pas interdit, mais je pense qu'ils ont pas le droit de d'afficher, de faire des trucs comme ça. Alors qu'ici, pas du tout. Ici, c'est genre open bar. Mais bref, en tout cas, ça me donne envie de regarder, de Netflix. Et puis, comme d'habitude, à mon avis, c'est du Netflix, donc ça doit être très très bien filmé et très très bien monté. Ouais, c'est bien produit. Effectivement, de ce que j'ai vu pour l'instant, j'ai regardé la moitié du premier épisode. Ça a l'air sympa. Bon, écoute, ça doit être à peu près du même niveau que notre podcast, à mon avis. Je veux dire, tout aussi bien produit. Non, bon, écoutez, on fait ce qu'on peut. Excusez-moi. Ce qu'on peut avec ce qu'on a. Voilà. Bon, avec des problèmes de connexion internet comme ce matin, on fait ce qu'on peut. Ouais. On a eu des petits problèmes pour se caler le dernier épisode. Mais qu'est-ce que tu vas nous parler de quoi, toi, cette semaine? Alors aujourd'hui, je vous l'avais annoncé à la fin du dernier épisode en clair, on va parler de la combustion humaine spontanée. Est-ce que tu connais ce phénomène, David? Non, je connais pas du tout. Alors, c'est pas une histoire en particulier dont je vais parler, et tu vois, je pense qu'au tout début, on s'était parlé de monter un podcast. On s'était dit, on va essayer de s'attacher plutôt à parler d'affaires plutôt que de phénomènes. C'est pour être très concret, mais en fait, la combustion humaine spontanée, il n'y a pas grand-chose là-dessus. Donc je suis obligé de te parler, pour te parler de ce phénomène, de te parler de plusieurs histoires. Donc aujourd'hui, ça va être plusieurs histoires, sinon autant te dire que l'épisode va durer 10 minutes. D'accord. Et puis voilà. Et donc, en fait, pour en parler, quoi de mieux qu'un petit retour dans l'histoire aux sources mêmes de ce phénomène? Alors avant de commencer, j'ai quand même envie de faire un petit disclaimer. Je pense qu'on n'en a jamais fait. Mais aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui est assez gore, qui est ouvertement cru et qui pourrait choquer, on va dire, les âmes sensibles. Donc si vous avez des enfants autour, ou si vous-même vous n'aimez pas trop les histoires vraiment gore et compagnie,
on vous propose de faire demi-tour dès maintenant et d'écouter un de nos autres épisodes, pourquoi pas, qui serait plus adapté. Mais voilà, je voulais faire un petit disclaimer parce que c'est vrai que c'est pas quelque chose de très ragoûtant, quoi. Donc ce petit disclaimer étant fait, on va Alors pouvoir... quand tu dis c'est pas quelque chose de très ragoûtant, c'est-à-dire qu'il vaut mieux pas taper une assiette de choucroute en même temps, quoi, c'est ça? Non, exactement, ça va être un peu... Voilà. Il va y avoir des détails un peu gore quand même. Donc, je préfère le dire. Même si, comme d'habitude, David, je fais quand même attention de pas trop en dire, mais voilà. Parce qu'on veut pas non plus tomber dans ce podcast dans le sensationnalisme et compagnie. D'accord. Alors, on va pouvoir entrer dans le sujet d'aujourd'hui, qui est la combustion humaine spontanée. Et comme tu m'as dit, David, tu connais pas trop ce sujet. Je le connais pas, mais j'ai déjà dû, je pense, lire quelque chose à ce sujet de mémoire. Et si je le connais, je connais un peu le mécanisme. Donc, c'est des personnes qui meurent brûlées, mais sans que autour de leur présence il y ait des traces d'incendie ou des traces de quelconque désastre lié au feu, on va dire. Exactement, comme s'il prenait feu de l'intérieur. Donc alors moi, ça m'a toujours fasciné, je te dirais, ce phénomène. Et comme, je pense qu'on l'a déjà entendu, depuis l'Antiquité, on essaie de représenter la matière qui nous entoure, donc qui fait notre univers, comme composée de 4 éléments. Tu vois, t'as l'air, l'eau, la terre, le feu. Tu vois, ça c'est assez classique. C'est une représentation qui est assez simple, qu'on utilise encore pas mal de nos jours, mais bien entendu, maintenant, avec les connaissances scientifiques qui ont pas mal évolué, on a pas mal de connaissances supplémentaires à propos des atomes et compagnie, donc on peut plus vraiment résumer le monde comme il est. Et en fait, il y en a une qui a toujours fasciné l'humanité depuis la nuit des temps, c'est le feu. À partir du moment où l'homme il a réussi à domestiquer, on va dire, le feu, évidemment, ça a changé pas mal de choses pour son quotidien. Et moi, je sais pas ce que tu en penses, David, mais il y a quand même quelque chose de captivant quand tu te retrouves devant un feu. Ouais, bien sûr, c'est clair. La particularité du feu, c'est que ça va changer tout ce que le feu va toucher. Un morceau de papier, au contact du feu, ça va devenir un tas de carbone noirci. Un plastique bien dur, ça va se mettre à ramollir et à couler, voire même... et puis pourquoi pas se transformer ensuite en carbone également. L'eau va se transformer en vapeur, etc. Bon, on va pas passer 1000 ans là-dessus. Mais il semblerait aussi que dans de rares cas exceptionnels, le corps puisse s'enflammer de l'intérieur pour nous consumer. On peut dire que ce concept existe depuis le Moyen-Âge, comme tu vas le voir, avec plusieurs exemples plus ou moins proches d'aujourd'hui. Perso, je trouve l'image et les cas dont on va parler très effrayants. Et pour tout te dire, depuis que j'ai entendu parler de ce phénomène je pense que je devais être ado, c'est un sujet qui m'intrigue réellement, tu vois. En plus, il y a des photos, et c'est vrai que c'est quand même assez étonnant, quoi. Alors, donc... est-ce que ma première question, tu vas me répondre de but en blanc, je pense, mais est-ce que, par exemple, quand tu manges une pizza avec du pili-pili, est-ce que tu risques ce genre de phénomène? Non. Alors, comme tu vas le voir, il y a des genres de patterns très particuliers. Et non, tu peux continuer à aller te taper une pizza avec une tonne de sauce piquante, ou alors aussi on va dire un américain mexicanos. Ou le couscous avec la harissa. Je peux y aller. Exactement. D'accord. Couscous harissa, tu peux y aller à 200%. Il n'y a pas de problème. Ok, bon, nickel. Alors, moi, je te propose de débuter avec Wikipédia. Parce que, comme tu le sais, Wikipédia, c'est la vérité. Et évidemment, nous sommes de grands scientifiques Effectivement. Donc, c'était du second degré pour Wikipédia. Mais ça donne quand même toujours une bonne base. Je veux dire, donc, ce que Wikipédia nous apprend sur ça, c'est la combustion humaine spontanée et l'apparition prétendue de flammèches ou de flammes sur des personnes vivantes, ou la réduction de corps en cendres, partielle ou totale, sans cause apparente. D'assez nombreux témoignages de qualité variable sont relatés un peu partout dans le monde depuis le XVIe siècle. Parmi les tentatives d'explication avancées, figure celle d'un effet de mèche entraînant la combustion lente des graisses corporelles. Fin de la définition de Wikipédia. Donc scientifiquement, en fait, on n'est pas vraiment sûr de pouvoir expliquer ce phénomène.
on se retrouve souvent avec sur les bras un cas particulier qui défie les lois de la science, et on le classe sous le thème de la combustion humaine spontanée. Voilà pour l'intro, et donc je te propose de tout de suite plonger dans le sujet. En fait, je vais t'énumérer des cas, et on va essayer d'en trouver des patterns. Donc, le premier cas documenté. Certains manuscrits du Moyen-Âge racontent des cas de combustion spontanée remontant à l'Empire romain. Mais je veux tout de suite te dire qu'on n'a aucune preuve, aucune tablette de cette époque qui nous permette de confirmer ce que nos ancêtres nous ont laissé dans leurs textes au Moyen-Âge. Donc en gros, tu vois, c'est des textes du Moyen-Âge qui viennent relater des faits qui se seraient passés depuis l'époque romaine. Mais on n'a aucune preuve à cette époque-là. Le premier cas recensé de combustion humaine spontanée a été mentionné dans un manuscrit latin rédigé par le médecin danois Thomas Bartholin en 1654. Bartholin affirmait qu'il avait entendu une histoire de son ami et médecin bien connu, Adolphus Vorstius, qui lui-même avait entendu cette histoire de son père. Son père qui autrefois avait vu un parchemin relatant une histoire de combustion humaine. Alors, petit aparté, mais comme tu peux le voir, cette histoire ressemble quand même pas mal à « Mon père connaît un type dont la tante a su que son cousin avait vu le loup blanc parce qu'il avait vu dans un livre. » Enfin, tu vois, c'est un peu, c'est un peu camoulox. Ouais, c'est ça. Mais bref, selon Bartholin, et donc ça c'est le tout premier cas documenté, un chevalier aurait vomi du feu après avoir bu deux louches de brandy, pas deux louches, c'est déjà pas mal, et il serait décédé par la suite après cet accident enflammé, malgré l'extinction des flammes sortant de sa bouche. Et cette histoire, qui va petit à petit faire partie du folklore local chez nos amis les Danois, va être racontée maintes et maintes fois jusqu'à nous parvenir aujourd'hui. Parfois, le personnage va changer de nom, parfois le brandy est remplacé par du vin, etc. Donc en gros, selon la source, l'histoire va changer un petit peu, mais la base reste la même. Un chevalier boit plusieurs verres d'alcool, se met à vomir du feu, à cracher du feu par la bouche et meurt à cause de ça. Et effectivement, localement, cette histoire va changer un petit peu et on va aussi l'associer beaucoup avec la religion, surtout comme punition pour l'abus d'alcool et de péchés divers qu'aurait fait l'individu. En gros, l'histoire dans le livre de Bartholin, elle est écrite un peu... en gros, il va raconter des faits que lui, il a entendus. Et comme on l'a vu avant, il a entendu de façon un peu détournée. Enfin, en gros, il n'a pas été interviewé, le premier témoin. Donc, l'histoire devait certainement déjà être un petit peu modifiée, on va dire. Mais en plus, la religion va rentrer là-dedans et va dire vous voyez, il avait trop bu, il a commis des péchés, donc il est mort dans le feu. Et ça ressemble pas mal avec l'idée de l'enfer. Je sais pas ce que t'en penses, David, mais tu vois, ça colle pas mal. Donc en vrai, c'est clair, je vois bien un évêque au Moyen-Âge qui entend parler de cette histoire. Ah ça c'est l'enfer, je vous le dis. Il avait péché, il avait picolé, et puis voilà, il est tombé en enfer. Exactement. Donc ça c'est le tout premier cas. Et je te propose maintenant d'étudier d'autres cas qui sont dans les années 1600-1700. Et ce qui est assez drôle, c'est plutôt comment la science de l'époque a tenté de les expliquer. Donc, les cas de 1600-1700, à cette époque, sont souvent décrits après les faits, évidemment, voire longtemps après les faits, comme leur analyse par des scientifiques de l'époque. Évidemment, la communication à l'époque, les histoires, ça allait pas aussi vite qu'aujourd'hui, mais c'est quand même intéressant d'en lister quelques-uns, car on peut retrouver des similarités avec les cas modernes qui, eux, sont bien plus rigoureusement décrits. Premier cas, un corps explose en 1644. On est en France, cette fois-ci, et à Lyon, plus exactement, on passe un petit coucou à nos amis lyonnais, et un cas particulier de combustion humaine spontanée va faire l'objet d'une étude par un physicien de l'époque. Un soir de 1644, un groupe de médecins est en train d'examiner le corps d'une femme morte récemment dans le noir de leur laboratoire à la lumière de leur bougie. Alors moi j'imagine la scène. Tu te fais comme dirait l'autre, tu te fais un petit film là. Un petit film, évidemment. Je veux dire, cette époque en France, à Lyon,
à la lumière d'une bougie, vraiment les prémices, on va dire, vraiment de la médecine légale au final. On ne connaît pas le nom ni l'âge de cette malheureuse. On ne sait pas non plus les causes de son décès. C'est d'ailleurs bien ce que les médecins essaient de comprendre. En gros, à mon avis, ça devait arriver assez souvent à l'époque. On retrouve juste une femme morte dans la rue ou dans un champ. Et puis, voilà, c'est les débuts de la médecine. Donc, on a des médecins qui essaient de comprendre et qui vont l'ausculter. Alors qu'il procède à l'ouverture de l'abdomen et se penche pour en analyser le contenu, celui-ci, David, s'enflamme d'un coup. Les témoins en sont certains. Les flammes ont d'abord fait leur apparition dans l'abdomen, puis ont également touché d'autres organes et une bonne partie du corps de la femme. Surpris, ils vont avancer une hypothèse. Le corps de la femme a pris feu car elle avait bu beaucoup de vin dans sa vie. Encore une fois, David, on revient sur la consommation d'alcool. Alors, moi, je vais presque raconter une anecdote personnelle. Puisque dans mon métier, j'ai eu la chance de vivre, d'avoir une personne qui explose, on va dire, littéralement. Donc, ça me fait écho un petit peu à ça, ce que tu me dis là. En fait, oui. Oui, il y a longtemps, hein, il y a peut-être 7-8 ans maintenant. Mais c'est une personne qui a explosé, et du coup, c'était suite à une cirrhose du foie. Puisque en fait la personne avait laissé une cirrhose du foie s'aggraver, et donc en fait elle avait tout simplement explosé, mais vraiment quelle horreur. Puisque en ayant les pompiers au téléphone, eux-mêmes étaient sidérés de la scène, qui n'est pas une scène de crime mais qui est une scène de mort, d'horreur, de décès et d'horreur. Ouais. Mais en tout cas, voilà. Mais du coup, ça me fait penser un peu à ça, parce que je me dis, tu vois, la consommation d'alcool, effectivement, je pense qu'on peut avoir une piste assez sérieuse, avec le foie notamment. En fait, je pense que malheureusement, quand t'es bien confit, effectivement, le corps doit pas trop aimer ça. C'est ça. Et puis après, il y a quand même dans le corps, il y a des gaz. Enfin, j'imagine que tu vas en parler. Puis tu connais très bien. Je sais que tu es un spécialiste de gaz, de dégazage. On est en train de glisser, mais incroyable. On rentre sur du perso. Non, mais oui, non, mais clairement. Je te laisse, du coup, effectivement, c'est intéressant cette. Non, effectivement, et puis ton point, il est aussi très très intéressant. À l'époque, ils vont donner une seconde explication aussi. En gros, ils se disent, ok, elle avait consommé certainement beaucoup d'alcool, c'est pour ça qu'elle a explosé et qu'elle s'est enflammée. Ce qui est quand même l'inflammation. Hein. L'inflammation. On a la mise à feu du corps qui est pas expliquée. Et on a une seconde explication qu'ils vont donner. Sinon, ils vont dire, en fait, la femme aurait ingéré avant sa mort une médication contre des piqûres venimeuses qui étaient connues comme étant facilement inflammables. Alors là, aucune preuve, hein, rien du tout. À l'époque, on ne faisait pas de prise de sang, ou en fait, après, on allait voir si. Mais ils se disaient, il y a le pharmacien du coin, il vend des trucs qui s'enflamment, tiens. Elle avait dû prendre ce genre de choses. La médecine de l'époque, elle était quand même assez. Moi, j'aurais pas aimé avoir une rage dedans à l'époque, quoi. C'est clair. Aujourd'hui, une autre explication est donnée. Et je suis très content que t'aies discuté de ton cas juste avant, David, parce que ça colle plus ou moins avec ce que tu viens de dire en fait. Les médecins auraient enflammé malgré eux la femme. Les bougies utilisées pour éclairer leur sombre besogne auraient enflammé les gaz contenus dans les intestins, qui auraient été libérés au moment de l'incision, parce qu'en fait, en ouvrant l'abdomen, ils auraient percé un des intestins, et ce qui expliquerait aussi pourquoi le feu se serait si vite éteint. En gros, on n'est pas dans un cas de combustion humaine spontanée comme tu vas voir, comme ceux des années 50 et 70 qui sont incroyables. On est dans un cas où effectivement il y a une combustion spontanée, mais qui s'arrête tout de suite un peu. Donc voilà, je pense qu'on est quand même pas mal proche de la vérité. Ouais. Premier cas. Piste. C'est une très bonne piste, je pense. Deuxième cas, 1653. 3 nobles anglais explosent en flammes. Cette histoire nous provient du révérend Giuseppe Bianchini.
qui décrit l'une des premières études complètes sur la combustion humaine spontanée en 1732. Donc, en fait, tu vois, cette phrase qui paraît anodine, ça veut quand même dire qu'il y avait des gens qui étudiaient le phénomène à cette époque-là. Enfin, en gros, c'était pas forcément que de l'oral où il y avait eu 2-3 cas. Enfin, tu vois, pour que tu aies quand même quelqu'un qui passe du temps pour écrire et pour décrire ce genre de choses, c'est que quand même, ça devait être pas mal dans le folklore local, on va dire. Ouais. Bien que de nombreuses histoires de combustion existaient avant cette date, ce n'est qu'à ce moment-là, en 1732, que le terme de combustion humaine spontanée a été inventé et accepté comme un concept potentiellement scientifique. Et là, je mets des gros guillemets sur le scientifique. Le révérend Bianchini fut l'un des premiers pionniers, de ce nouveau langage visant à décrire et catégoriser les récits de combustion. Donc en gros, grâce à lui, on a beaucoup de récits. Bianchini croyait que la combustion résultait d'un déséquilibre des gaz dans l'estomac. C'est pourquoi la plupart des cas de combustion commençaient par une éruption de flamme dans la région abdominale. Comme de nombreux rapports pseudo-scientifiques sur le phénomène, Bianchini pensait également que la surconsommation d'alcool pouvait considérablement augmenter les chances de combustion sans avertissement. Et oui, il est révérend, donc il est, tout ce qui est péché, alcool... Il n'est pas objectif. C'est pas un scientifique. Il est un petit peu teinté. L'une des histoires clés racontées dans le rapport concernait 3 nobles britanniques à Curland, dont on ne connaît pas les noms malheureusement, qui explosèrent, dis-toi bien, après avoir bu des spiritueux forts. Comme dans d'autres récits précédents, l'explosion commença par les bouches des victimes et les 3 crachèrent du feu avant de périr peu après. Bianchini pensait que cette combustion était causée par les gaz de l'estomac qui s'enflamment, puis remontent à travers la gorge des hommes à cause de l'alcool inflammable. Cet alcool permettrait aux flammes de s'échapper par la gorge au lieu d'éclater dans l'abdomen, comme cela se produisait normalement. Écoute, moi j'imagine la scène, t'as un banquet, il y a 3 nobles anglais qui sont en train de se rincer à l'alcool fort et puis qui se mettent à cracher du feu, ça doit être quand même tout un tableau. D'où l'expression de cracher du feu finalement. Il n'y a pas une expression qui dit que je pense vais que cracher je du connais feu. pas. Non, je la connais pas. C'est pas mal d'essayer d'inventer. J'avais l'impression qu'il y avait une expression qui disait que quand t'avais la bouche un peu en feu, cracher du feu. Mais bon, après, ça me dit rien. Vous nous direz sur Discord ou Facebook. Après, est-ce que c'était pas des cracheurs de feu? Parce qu'à l'époque, il y avait sans doute beaucoup de cracheurs de feu aussi. Ah, c'est peut-être 3 cracheurs de feu qui se sont loupés, tu diras, effectivement. Troisième cas, David. Troisième cas, le procès de Jean Millet en 1725. Donc on est quelques années avant... quelques années avant l'écriture en fait du livre de Giuseppe Bianchini, mais quasiment 100 ans après ces 3 nobles. Donc, retour en France pour l'un des cas de combustion humaine spontanée des plus célèbres de son époque, la mort de Madame Nicole Millet. Madame Millet était mariée à un riche propriétaire terrien et aubergiste, Jean Millet. Le 20 février 1725, elle fut retrouvée apparemment calcinée dans son fauteuil qui, lui, était encore en bon état. La majeure partie de son corps était complètement incinérée, au-delà de toute reconnaissance, mais le fauteuil en bois, lui, était resté totalement intact. Des rumeurs circulaient selon lesquelles Jean Millet aurait projeté de se débarrasser de sa femme pour épouser une jeune fille qu'il avait rencontrée dans le cadre de son travail. Sacré Monsieur Millet, hein. Monsieur Millet fut rapidement arrêté et accusé du meurtre de sa femme, ainsi que d'avoir brûlé son cadavre pour tenter de dissimuler ses preuves. Alors, personnellement, en fait, je trouve que ça tient absolument pas. Enfin, après, on n'est plus en 1700, c'est sûr, mais pourquoi est-ce qu'il aurait juste remis les cendres de sa femme sur une chaise qui n'était pas brûlée? Enfin, pour moi, ça tient. Enfin, je pense qu'il y a d'autres façons d'aller cacher le corps après, hein, mais bref, surtout à cette époque, à mon avis. Mais bref, pour contrer cette accusation devant le tribunal, Monsieur Millet avança un argument étrange. Millet engagea un jeune chirurgien, Claude Nicolas Lecat, pour le défendre lors du procès. Lecat soutint devant le tribunal que la mort de Madame Millet était un exemple parfait du phénomène de combustion humaine spontanée. Son corps avait éclaté en flammes de l'intérieur et l'avait consumé, laissant les meubles autour d'elle complètement intacts. Eh bien, dis-toi que le tribunal fut convaincu
est séduit par le jeune chirurgien et acquitta finalement Millet, affirmant que la mort de sa femme était le résultat d'une visite de Dieu. Par conséquent, sa disparition était une intervention divine et ne pouvait être imputée à personne d'autre qu'aux intentions de Dieu. Millet quitta le procès en homme libre, mais fut apparemment tellement marqué par son expérience en prison qu'il passa une grande partie de sa vie dans un hôpital. Bon, à mon avis, à l'époque, la prison, ça devait pas être... Ça devait pas être Jojo, comme dirait l'autre. Non, Hein. non. Le procès Millet marqua un tournant majeur dans l'histoire de la combustion humaine spontanée. À une époque où la science gagnait en autorité grâce aux Lumières et à la révolution scientifique, les récits de soi-disant scientifiques de combustion étaient considérés comme réels. Tu vois, la science commençait un peu à se trouver, on va dire, et des théories comme la combustion humaine spontanée commençaient à devenir des théories scientifiques. Ça a initié l'utilisation de la combustion spontanée comme un outil persuasif, une tendance qui perdurera jusqu'au 19e siècle avec l'avènement du mouvement pour la tempérance. Est-ce que tu connais le mouvement pour la tempérance, David ? Le mouvement pour la tempérance, écoute, non, je ne connais pas, mais je connais le terme tempérance, qui est un mouvement peut-être qui visait on va dire, à relativiser certaines choses, pour lesquelles... Non, c'est pas... Alors attends, on va essayer de deviner. Le mouvement pour la tempérance, est-ce que ce serait... C'était dans les années 1800. Dans les années 1800, ça a débuté en Europe, ça a surtout fonctionné aux États-Unis. Alors, on est sur un truc qui remet en question, on va dire, la religion, etc., non ? Alors, ça, c'est très lié à la religion. Par contre, ça remet pas en question la religion. D'accord. Eh ben, écoute, allez, vas-y, dis-moi un indice. Je te le donne en mille. Allez. Dans les années 1800, le mouvement de la tempérance était une campagne sociale visant à promouvoir la modération et la réduction de la consommation d'alcool, souvent liée à des efforts pour prévenir des problèmes liés à l'abus d'alcool, tels que, évidemment, la violence familiale, les problèmes de santé, l'échec social, etc. C'est un mouvement qui a eu pas mal de soutien en Europe. En gros, ça a commencé en Europe, mais aussi et surtout aux États-Unis, et qui a entraîné la prohibition. Ouais, oui, voilà. Étonnamment, alors moi c'est un truc que je savais absolument pas, mais en faisant des recherches, effectivement, étonnamment, ce mouvement a pas mal surfé sur la combustion humaine spontanée pour promouvoir ses idées, et c'est peut-être grâce à cela qu'il nous reste aujourd'hui des traces de ces cas anciens, parce qu'en fait, en surfant sur cette pseudo-science de la combustion humaine spontanée, en fait, ils ont lâché beaucoup d'écrits et beaucoup de cas qu'ils ont documentés pour dire « Hey, vous devriez arrêter de boire de l'alcool parce que voilà ce qui arrive aux gens qui boivent trop d'alcool. » Jusqu'à ce qu'en fait, aux États-Unis, ils finissent par complètement prohiber la consommation d'alcool. C'est ah ouais, d'accord. Étonnant. Ah ouais, effectivement. C'est un angle qu'on n'a jamais abordé, on va dire. Non, qu'on exactement. Qu'on connaît pas trop. Exactement. Allez, un petit dernier cas ancien avant de passer au cas récent. Le cas en 1749 de Madame de Boisséon. Alors, plus tard dans sa carrière, on va retrouver Claude Nicolas Leca. Donc, plus tard dans sa carrière, après avoir contribué à faire de la combustion humaine spontanée un phénomène médical accepté, ce fameux Claude Nicolas Leca a compilé d'autres récits de combustion spontanée à des fins personnelles. C'était un petit peu son petit dada, tu vois. C'était sa petite passion. Il va compiler des cas de combustion humaine spontanée. Une histoire particulièrement dramatique concerne une jeune femme française, une femme française âgée, Madame de Boisséon. Alors, elle avait 80 ans. Donc, elle n'était pas jeune, on va dire. Et elle aurait apparemment uniquement consommé des alcools forts au cours des années précédant sa mort. Donc elle était plus, on va dire, brandy que bière, tu vois. Ce qui aurait, du coup, négativement affecté sa santé. Elle s'asseyait devant son feu tous les soirs, car elle menait une vie très sédentaire. Mais un jour, lorsque sa femme de chambre vint la voir, elle la trouva en feu. La femme de chambre se met à crier, et 2 hommes entrent pour essayer d'éteindre le feu. Lorsqu'ils essaient de l'éteindre avec leurs mains, ils constatent que le feu colle à eux comme si la femme avait été trempée dans de l'huile ou de la graisse. On tente alors de lui projeter de l'eau, mais les flammes, plutôt que de réduire, semblent augmenter en intensité. Oui, je pense que c'est je te dirais, c'est un peu le coup de la casserole. La casserole d'huile qui prend feu, on ne balance surtout pas d'eau là-dessus, parce que sinon ça fait pire que mieux. Finalement,
Le feu va s'éteindre de lui-même, laissant le torse de la vieille femme réduite en squelette noirci. Curieusement, ses jambes et la chaise sur laquelle elle était assise restent complètement intactes. Comme dans de nombreux cas de combustion, le feu était centré autour du torse et a complètement consumé une grande partie des organes internes. On note que le feu ne pouvait pas avoir été déclenché par la femme tombant dans la cheminée, car elle en était loin et était toujours assise dans sa chaise quand on la trouva en flammes. Quand même ultra étonnant celui-là. Je trouve qu'il est très bien décrit, tu vois. Ouais, c'est clair, effectivement. Donc cette Et- dame en fait, elle a été alimentée par sa propre graisse, quoi, finalement. Bah, c'est effectivement, ça pourrait. En fait, on va parler après de l'effet mèche, mais ça colle pas trop mal hein, Ouais. à ça. Mais pour l'époque, c'est quand même ultra. Enfin, en fait, pour l'époque, et moi je trouvais même encore aujourd'hui, c'est quand même l'horreur, quoi. Ouais, c'est clair. Cas récent, David. On va passer au cas récent. Comme je te disais, maintenant qu'on a épluché quelques cas anciens, je te propose de discuter de cas plus récents. Les cas les plus célèbres datent des années 50 à 70, mais on a des cas vraiment récents comme en 2020 par exemple. Ouais, exactement. Alors je vais te dire le cas de 1951 de Mary Reeser. Donc, ce cas représente le premier cas de combustion humaine spontanée avec des preuves photographiques. Si vous avez fait des recherches sur ce phénomène pendant que vous nous écoutez, là, vous êtes en train de chercher sur votre téléphone en même temps, etc., vous avez très probablement vu les photos de ces restes calcinés. Elle a malgré elle relancé l'engouement pour la combustion, transformant sa mort en un scoop international. Parce qu'effectivement, à partir de début 1900, la mode un peu de la combustion humaine spontanée s'essouffle un peu. Tu vois, enfin, c'est la fin de la prohibition et compagnie. Enfin, tu vois, on en parle beaucoup moins, on avance beaucoup moins ce genre de cas parce qu'aussi la médecine avance énormément. Mais en 1950, on a son cas qui va vraiment relancer, on va dire, les recherches là-dedans. Donc Mary Reeser, qui était-elle ? C'était une veuve âgée et relativement peu active. Elle était en surpoids et fumeuse invétérée, comme un peu tout le monde à l'époque, je pense que dans les années 50. Et elle habitait un petit appartement situé à Saint-Pétersbourg, en Floride. Donc pas Saint-Pétersbourg en Russie, mais en Floride, aux États-Unis. Le 1er juillet 1952, après avoir salué sa logeuse, Madame Carpenter rentre chez elle et s'endort dans son fauteuil. Pendant la nuit, Madame Carpenter se réveille. Il y a comme une odeur de fumée. Mais bon, elle pense que ça vient de son chauffe-eau, donc elle se lève, va éteindre son chauffe-eau et repart se coucher. Je la trouve bien détendue quand même. Si ça sent le cramer, je sais pas David, mais j'irais peut-être voir un petit peu plus ailleurs que de juste d'aller éteindre mon chauffe-eau. Ouais, effectivement, elle a pas l'air trop stressée par ça. Bon, écoute. Non, bon, c'est les années 50. Hein, c'est ça. On n'avait pas les mêmes notions de sécurité, je pense, qu'aujourd'hui. Le lendemain matin, on sonne à sa porte. Un télégramme pour Madame Reeser lui est tendu. Donc, en bonne voisine et en bonne logeuse, elle monte pour lui remettre. Elle toque, personne ne répond. Après plusieurs tentatives, elle tente d'ouvrir la porte, parce que c'est quand même pas normal. En fait, elle prend la poignée dans sa main et elle se brûle instantanément la main et elle lâche un cri. Il y a 2 peintres à l'extérieur qui l'entendent et qui viennent en aide, qui lui demandent comment est-ce qu'ils peuvent aider, donc elle leur explique et compagnie. Et ensemble, ils vont être capables d'ouvrir la porte. Et ils vont être accueillis par une vague de chaleur et de fumée. Ils ouvrent la porte et ils sont dans la fumée, ils ont une chaleur intense qui leur vient à la figure. Dans le coin de la pièce se trouvait ce qui restait de Mary Reeser. Un tas de cendres sur des ressorts, sur les ressorts d'un fauteuil qui avait été son propre fauteuil. Étrangement, son pied gauche était intact, encore dans un chausson. Rien d'autre dans l'appartement n'a été brûlé, pas même une pile de journaux posée sur le sol juste à côté. La police découvrit des choses étranges parmi les restes. Le pied gauche, comme on l'a dit, était presque complètement intact, tout comme une partie de la colonne vertébrale avec un organe interne attaché, identifié plus tard comme étant le foie. Donc tu vois, ça vient pas du foie. Ah ouais, étrange. Ça. Ouais,
Ouais, c'est le seul organe qui restait encore attaché et qui n'avait pas brûlé, avec la colonne vertébrale. Le crâne de Reiser avait également été retrouvé. Le rapport annonce d'ailleurs qu'il a été réduit à la taille d'une tasse de thé par la chaleur en fait. Et bon appétit, bien sûr. Ouais, bon appétit, hein, comme on l'a dit. Moi, je vous donne des détails. Hein. Le médecin légiste, confronté à des circonstances étranges mais forcé de conclure à une cause pour le décès, indique qu'elle s'était accidentellement enflammée avec une cigarette. Vêtue d'une chemise de nuit inflammable, elle aurait pu brûler rapidement, incapable de réagir à temps, car en état d'ébriété ou bien assoupie. Cette conclusion fut controversée car il était connu qu'une cigarette et une chemise de nuit ne produisent pas suffisamment de chaleur pour une crémation. Pourquoi pas, effectivement, je suis assez d'accord là-dessus. Je pense que c'est un peu, tu vois, les images qu'on a comme tu sais, dans les films où tu vois quelqu'un qui balance une cigarette dans une flaque de gasoil et tu sais que ça se met en feu instantanément. En fait, ça dégage pas assez de chaleur pour s'enflammer comme ça. Donc pourquoi pas. Si elle avait péri dans un incendie habituel, ses restes auraient été vraiment différents. Donc petit détail sordide. Les 4 membres, quand tu meurs dans un incendie, en fait, tu le sauras, David, les 4 membres sont le plus souvent les premiers à brûler, en fait. Et le tronc, c'est plus dense, c'est plus dur, quoi. C'est plus long à brûler. Plus dur à brûler. Ça prend vraiment une chaleur intense et compagnie. C'est très long. Et souvent, donc en fait, tu retrouves le tronc en entier, mais tu retrouves pas les membres. Dans le cas de Madame Reiser, c'est exactement le contraire au final. Elle a été incinérée par un feu violent et fort. Et en fait, elle a juste le pied qui est intact et un organe random aussi intact. Tu vois, c'est vraiment très 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 étonnant. Certains pensaient qu'il s'agissait de combustion humaine spontanée, mais la police préféra considérer la mort de Reiser comme un accident étrange. La spéculation persiste encore aujourd'hui sur la cause de sa mort. Malgré des divergences dans l'histoire, le FBI classe la mort de Reiser comme un exemple de l'effet mèche, soutenant qu'il y a suffisamment de preuves scientifiques pour considérer l'événement comme une incinération accidentelle. Voilà pour le cas de Madame Reiser. Le cas le plus étrange pour l'instant, enfin le plus documenté, donc j'imagine. Ouais, c'est très très documenté, c'est ça qui est intéressant, on va dire, entre guillemets, avec les cas récents. Moi, ce qui me frappe toujours, c'est... Moi, j'ai toujours entendu que pour brûler, incinérer un corps, il fallait des chaleurs extrêmes pour qu'il en reste quasi rien, tu vois. Là, on est dans un cas un petit peu comme ça. Et en fait, ce qui est ultra étonnant, c'est que l'appartement lui-même, en fait, il est pas brûlé, quoi. Tu vois, il y a une pile de journaux à côté, pas brûlé, comme dans d'autres cas qu'il y a eu précédemment. C'est super étonnant, quoi. On avance un petit peu dans le temps. On est 28 ans plus tard, en 1979, avec Beatrice Oski. Alors là, j'ai le nom de famille, je pense que j'ai du mal à le prononcer. Oski, on va dire Oski. Une autre occurrence très étrange de combustion humaine spontanée s'est produite donc en 1979 avec la mort d'une autre vieille femme. Pendant le week-end de Thanksgiving, Beatrice Oski, veuve assez âgée, était seule chez elle. Alors, t'as vu le pattern, il y a toujours un pattern de veuve âgée, quoi. Parce que je sais pas ce que t'en penses. Hein. C'est étrange, effectivement. Ouais. C'est jamais un couple, une personne, enfin, pour l'instant, tu m'as pas donné les cas plus récents, mais jamais des gens qui vivent ensemble et qui peuvent constater en direct. Enfin, en dehors de celle de 1700 où il y a les voisins qui arrivent, et enfin, des gens qui arrivent et qui essaient de l'éteindre, là, mais... mais encore, c'était une personne seule au final, donc c'est parce qu'il y a des gens qui ont senti quelque chose qui sont venus, mais voilà, c'est tout. Donc, elle était seule chez elle. Elle venait de dire au revoir à son fils Frank, qui partait en voyage de ski. Ce sera sa dernière interaction connue avant sa mort. Diabétique et alcoolique, elle portait un appareil orthopédique à la jambe au moment de sa mort, ce qui limitait sa mobilité. Elle était également fumeuse. Comme Béatrice vivait seule, il est difficile de savoir quand exactement sa mort s'est produite, mais ce qu'on sait, c'est que le lendemain matin, lorsque sa belle-fille est venue déposer quelque chose, elle a senti de la fumée dans la maison, et elle a appelé les pompiers. À leur arrivée, une scène horrible a été découverte à l'intérieur de la maison. Et là également, on a les photos. Donc, ceux que ça tente, vous pouvez avoir plus de détails, on va dire, via les photos.
il restait de la vieille femme qu'un tas de cendres. À l'exception de ses jambes qui étaient encore intactes avec son appareil orthopédique et ses chaussures. Le fauteuil qui se trouvait autrefois dans la pièce où elle était probablement assise était également détruit. Les jambes non brûlées de Béatrice et tous les autres objets autour d'elle étaient complètement intacts. Cela incluait des articles en papier et en plastique qui auraient dû être détruits près d'un feu assez intense pour incinérer un être humain. Parce que comme on l'a dit, incinérer un être humain, c'est pas facile. Ça prend des températures vraiment intenses. La mort de Béatrice a finalement été également classée comme un accident, comme beaucoup des autres décès modernes de combustion humaine spontanée. Cependant, il n'y a eu aucune explication sur le procédé qui a mené à sa mort, accident ou non. Tout comme les autres cas avant le sien, elle correspondait au profil d'une victime de combustion spontanée. Elle était plutôt immobile, alcoolique, en mauvaise santé, fumeuse aussi. Alors ça, il y a des cas pour lesquels on ne sait pas trop, mais il y a quand même beaucoup de recoupements là-dessus. Cependant, la raison pour laquelle cela pourrait entraîner chez quelqu'un une combustion est apparemment inexplicable pour le moment. Donc ça c'est le cas de Madame Béatrice Oski. Et effectivement, quand je sais pas si tu cherches des photos ou des trucs comme ça, mais quand tu regardes les photos, t'as vraiment un tas de cendres au milieu d'une pièce et autour, à part de la fumée noire, enfin tu sais du noir qui a été généré par la fumée. En fait, c'est plutôt en bon état. Il y a même des rideaux à côté. Enfin, tu vois, c'est quand même super étonnant, quoi. Alors, avant de passer, ça peut pas être justement, on parlait des gaz tout à l'heure, ça peut pas être quelqu'un qui malencontreusement génère une étincelle avec une cigarette après moi je suis pas un scientifique, hein, mais si tu fumes et que je sais pas, il y a de la chaleur qui vient enflammer, tu sais, comme une cigarette ou autre, hein, l'intérieur du corps qui est déjà, on va dire, imbibé d'alcool ou imbibé de gaz, enfin je sais rien, il peut pas y avoir un effet pourquoi pas. Ouais, c'est une théorie, hein, c'est juste une théorie, quoi, je veux dire. Non, mais après, je pense pas, mais tu vois. Mais c'est ça qui est super étonnant, c'est que moi, personnellement, j'ai toujours entendu que brûler un corps humain, c'était quasi impossible, c'est pour le réduire en tas de cendres. Et tu vois, il faut vraiment qu'il y ait je pense qu'on appelle ça un comburant. Enfin, tu vois, quelque chose qui accélère une combustion. En gros, il faut quelque chose qui vienne accélérer et alimenter la combustion, sinon en fait ça s'éteint tout seul et tu n'y arrives pas. C'est ça qui est super étonnant. Donc comme tu dis, effectivement, pourquoi pas des organes qui sont imbibés d'alcool et la graisse humaine et compagnie, pourquoi pas en fait. Bah oui, parce que la graisse, ça va justement amplifier la combustion normalement. Ou tout au moins l'alimenter. L'alimenter, en tout cas, faire perdurer le feu, effectivement. Est-ce que toutes ces personnes étaient obèses, alcooliques et fumeuses ? Alors, là, on est dans les mystères de Pékin, là. Ouais, exactement. J'adorais ce jeu de société. Il semble que oui. Moi, des cas que je te dis, sauf le dernier dont je vais te parler juste après, on est un peu moins sûr. D'accord. Mais oui. Il semble que souvent les personnes étaient seules, assez immobiles, on va dire. C'est souvent des personnes d'un certain âge, donc on sait qu'à partir d'un certain âge, tu bouges un petit peu moins quand même. Aussi, c'est des gens qui effectivement buvaient et puis qui fumait dans ces années-là. En vrai, dans ces années-là, je pense que c'était plus compliqué de trouver quelqu'un qui fumait pas que quelqu'un qui fumait. Obèse, visiblement, tu le vois plus parce que ça reste un tas de cendres, mais... Non, mais t'as les photos. T'as les photos et d'avant. Ouais, mais quand... là, j'ai la photo de Marie Reiser avant sa mort sous la main. Quand on dit... Parce qu'en gros, dans les cas que je lis, c'est... qu'elle était en surpoids, enfin qu'elle était surpoids, etc. Honnêtement, c'est pas c'est pas flagrant. Je pense que son indice de masse corporelle était peut-être au-dessus de la moyenne, mais elle était pas en train d'exploser l'IMC, tu vois.
D'accord. Tu vois ce que je veux Ok. dire? Ouais. Donc il y avait certainement un petit surpoids, ou voilà, mais c'était pas non plus, enfin, tu vois, c'était pas non plus Super Size Me, etc., tu vois? Ok. Allez, dernier cas David, dont on va parler aujourd'hui. 2010, donc très récent. Michael Faherty. Donc, on fait ce petit bond en avant pour arriver en 2010. Monde de l'homme moderne. Alors, je me suis beaucoup amusé à écrire cette phrase. Monde de l'homme moderne, avec un grand H, qui commence à être ultra connecté, où il ne reste plus de mystère pour personne. Effectivement, on est quand même aujourd'hui dans un monde, et en 2010, on commençait à y arriver, avec un monde où tout le monde a un téléphone sur soi, où Internet, c'est comment dire, c'est genre c'est acquis, je veux dire. Enfin, bien sûr que tu as Internet sur ton téléphone et compagnie, donc si tu as une question, bam, tu as la réponse tout de suite et compagnie. Eh bien, cette année-là, la mort d'un homme de Galway sera étonnamment qualifiée de combustion humaine spontanée par un coroner, par un médecin légiste. C'est quand même fou, en 2010. Alors, je sais qu'on est en Irlande, mais quand même. D'accord. Ouais. Donc l'alcool, ok, on est dans les clous. Alors dans mon texte, j'ai justement un petit clin d'œil là-dessus. Michael Faherty avait 76 ans, 76, lorsqu'il est décédé, et comme tu vas le découvrir, sa mort présentait de nombreuses caractéristiques communes aux victimes précédentes. Il était âgé, il avait des problèmes de santé. Bon, ça souvent, quand t'es âgé, t'es pas exempt de problèmes de santé, même s'ils sont mineurs. Mais lui, il avait du diabète et de l'hypertension. Bon. On ne sait pas, par contre, s'il était ou non un buveur invétéré ou un fumeur. Alors, petit indice quand même, que je laisserai à la communauté. Il était irlandais. Donc je laisserai à la discrétion de nos auditeurs de se faire une idée si oui ou non il était alcoolique et ou fumeur. Et j'en profite pour également saluer bien bas tous nos auditeurs d'Irlande. Donc je vous dis un petit bonjour, mais voilà, ça donne quand même un petit indice, David. Ouais, je pense que oui. Après je pense que la personne avait une consommation qui pourrait être, on va dire, qualifiée d'alcoolique en France, mais qui pourrait être raisonnable en Irlande. C'est-à-dire que on n'a pas les mêmes quantifications, j'imagine, de ce pays au nôtre. En tout cas, de ce très beau pays. De ce Moi, très beau pays. J'ai visité ce pays, c'est un pays incroyable. Très beau pays. Et ceci dit, quand c'est un nordiste qui parle, hein, donc c'est deux nordistes qui parlent, donc on n'est pas non plus, on n'est pas non plus dans. Je te propose de renommer notre podcast le podcast du stéréotype. C'est ça. Le podcast du café du comptoir. Hein. Ouais, ces Irlandais. Ah bah il était irlandais, donc bien sûr. Tous les Bretons, ils picolent quand il pleut. Et on passe le bonjour aux Bretons. Ouais. Bonjour aux Bretons et bonjour. Alors pendant qu'on y est, pour terminer sur cette salve de bonjour. Bonjour évidemment à tous les auditeurs de France et du Canada. Et de Navarre. Ouais. De Belgique, qui sont de plus en plus nombreux à nous écouter. Donc merci à nos amis belges. Promis, prochainement un épisode sur un mystère belge. De nos amis suisses, qui sont aussi nombreux à nous écouter. De nos amis marocains, qui sont très nombreux à nous écouter aussi. Donc pourquoi pas aussi essayer de trouver un petit épisode dans le coin. Et puis de nos amis d'Afrique en général, et puis force à la Côte d'Ivoire ce soir, qui joue la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Bon là du coup l'épisode il sera peut-être diffusé à un moment où ça n'aura rien à voir. Je pense qu'on aura déjà le résultat. Mais c'est comme si je disais et puis force à tous ceux qui vont aller prendre la Bastille. Épisode enregistré le 14 juillet 1789. Non, mais en tout cas, j'ai pas de parti pris entre les équipes, hein, mais je me souvenais juste qu'il y avait la Côte d'Ivoire en finale. Je ne sais plus quelle est l'autre équipe. Donc, nous, ce soir, on a le Super Bowl au Canada. Donc bonjour à tous les Canadiens, à tous les Américains qui vont être ce soir avec leurs chips guacamole et compagnie, leurs ailes de poulet et compagnie, en train de regarder le Super Bowl et en train de s'ennuyer. Qui mine de rien, beaucoup d'États-Uniens, d'Américains nous écoutent aussi. Hein. Oui, effectivement. C'est assez étrange d'ailleurs. Ça doit être des Français. Alors les Français vivant aux États-Unis, n'hésitez pas à vous manifester. Hein.
Ouais. Parce que vous pourriez aller visiter quelques-uns des sites qu'on a évoqués largement dans nos podcasts. Hein. Exactement. Ça pourrait être Tout à intéressant. fait. Et puis, bah oui, effectivement, bon Super Bowl à tous, même si honnêtement, pour un Européen basique que je suis, qui ne cherche pas à la jouer à la sauce américaine, je suis un Américain, voilà. Honnêtement, moi, ça me gonfle comme sport, le football américain, mais comme pas possible. Ouais, moi, j'avoue que je comprends pas trop l'engouement, mais c'est pas notre culture. Donc, C'est ça. et- Comme dirait, je vais prendre une. Ça va être très tribal ce que je vais dire, mais bon, comme tu as fait un petit avertissement au début de l'épisode, je vais me le permettre de la dire. Comme dirait l'autre, chaque cul, chaque J'ai peur. crotte. Hein. Ouais, il est joli celui-là. Il est joli. Moi, je trouve qu'il est joli. Mais il est pas mal. il est un peu tribal, c'est clair. Ouais. Mais bon. en Mais même temps, on a fait l'avertissement. Ça donc t'avais veut le dire, droit. ça veut dire ce que ça veut dire. Donc je te laisse Allez, ça sera pas terminer coupé au montage. ce cas du coup irlandais. Florent. Oui, donc revenons-en à notre Michel Faherty. Donc l'incident s'est produit en 2010, tôt le matin, lorsque le voisin de Faherty a remarqué de la fumée venant de la maison et n'a pas reçu de réponse lorsqu'il a frappé à la porte. Donc, effectivement, c'est assez inquiétant. Lorsque les pompiers ont été appelés à la maison, ils ont découvert que le feu était concentré dans une toute petite zone de la maison. Dans le salon, ils ont trouvé le corps de Faherty, allongé, la tête tournée vers la cheminée ouverte. Il avait presque complètement été consumé, y compris sa peau et ses os. Les seuls dommages dans la maison étaient le plafond et le sol directement au-dessus et en dessous de l'endroit où son corps gisait. Donc encore une fois, David, la maison, elle est dans un état normal, on va dire. On va dire normal après un incendie quand même. C'est plutôt noirci. Par contre, les dégâts sont vraiment très proches du corps. Lorsqu'une enquête policière formelle a été menée sur les lieux et le corps, il a été constaté qu'aucun accélérateur n'était présent. La mort de Faherty n'était pas un acte criminel. Une autopsie a également montré que, malgré ses problèmes de santé, il n'était pas mort d'une insuffisance cardiaque, ce qui signifie qu'il n'avait pas succombé à une crise cardiaque en tombant dans la cheminée, comme certains le soupçonnaient. En fait, quand j'y pense, bon, ok, la combustion humaine spontanée, c'est horrible comme façon de mourir, mais t'imagines, tu fais une crise cardiaque et tu tombes dans ta cheminée, c'est quand même l'enfer. Ouais, j'avoue, ça doit pas être folichon comme mort. Ouais, en lisant mes notes, je me suis dit, mais en fait, c'est horrible comme fin. Bref, anyway. En raison des brûlures étendues, la cause exacte du décès n'a pas pu être déterminée, mais elle n'était donc pas liée à une crise cardiaque. Alors ça, alors je sais pas si on a des auditeurs qui sont dans dans ce genre de métier, hein, mais j'aimerais bien savoir comment est-ce que tu fais pour déterminer si la personne a fait une crise cardiaque post-décès, surtout quand le corps a été consumé. Alors là, bonne question. Franchement. Ouais. Si on a des coroners, des choses comme ça dans la place là. Franchement, si on a effectivement, comme tu le dis, des médecins légistes qui font partie de nos auditeurs, et ben moi franchement, je suis chaud pour faire un épisode podcast avec eux. Parce que, ouais, une petite interview, ce serait pas mal sur certains cas. Ça pourrait être vraiment sympa. Mystérieux. Ouais, exactement. Allez, en 2011, le coroner de West Galway, le docteur Ciaran McLoughlin, a examiné l'affaire et, après avoir étudié des cas présumés de combustion humaine spontanée, il a conclu que c'était ce phénomène étrange qui avait ôté la vie de Faherty. Et dans une déclaration faisant suite à l'enquête, il dira même plus tard, ouvrez les guillemets, ce feu a été rigoureusement examiné et je suis arrivé à la conclusion que cela relève de la catégorie de la combustion humaine spontanée, pour laquelle il n'existe pas d'explication adéquate. C'est quand même fou que... Tu vois, c'est quand même la première fois, quoi. La mort de Faherty est toujours officiellement considérée comme une combustion spontanée. C'est la première fois qu'une mort est considérée comme étant de la combustion humaine spontanée sur une base scientifique depuis le mouvement de la tempérance dans les années 1800. Même les cas du début du XXe n'allaient pas jusqu'à considérer officiellement les décès comme des combustions, ce qui rend le cas de Faherty unique. Moi, je trouve ça malade parce qu'effectivement, souvent, tu vas dans les cas dont on a parlé, ça va être mentionné. Par contre, il va pas être noté noir sur blanc, combustion humaine spontanée sur le rapport de décès. Alors que là, c'est le cas. C'est la première fois que ça arrive.
Donc, moi, j'ai trouvé ce cas malade, et les cas dont on a parlé aussi. Il y a quand même il y a des cas qui font un peu sourire, comme moi je trouve les 3 barons qui crachent du feu. Ça fait un peu sourire, c'est un peu du folklore, j'imagine, et compagnie. Par contre, ce genre de cas, c'est quand même dingue. En 2010, on a toujours ça. Ouais, c'est clair. Alors, Wikipédia, je suis allé voir, liste 19 cas de combustion humaine spontanée, dont le dernier en 2020. C'est quand même assez fou, je dirais. Avant de passer aux théories scientifiques, qu'est-ce que tu en as pensé, David, de tous ces cas? J'en pense que, alors, outre l'étrangeté que revêtent ces nombreux cas que tu as recensés, on peut quand même cibler un certain nombre de critères qui viennent, on va dire, justifier ces combustions, même si, comme tu l'as dit, il y a un certain nombre d'obstacles scientifiques tels que, effectivement, il faut un comburant, il faut un certain nombre d'éléments pour qu'un corps puisse autant brûler, parce que c'est vrai que tu l'as bien dit lors de ces nombreux cas, mais il faut voir l'état des corps, hein. C'est impressionnant. C'est pas il genre, reste plus rien. Voilà, il reste plus rien. C'est pas genre un petit parce que alors, personnellement, j'ai jamais vécu d'incendie et Dieu m'en préserve. S'il fallait croire à un Dieu, en tout cas. Mais en général, quand on retrouve des corps dans les incendies, ils sont même moins martyrisés que les corps de ces combustions spontanées. On est d'accord, hein? Ouais, je suis tout à fait d'accord, hein. Même si c'est souvent compliqué de les identifier, tu peux pas les. Ça dépend des incendies, évidemment, mais en général. On va dire, c'est un peu gore à dire, mais ils sont en morceaux identifiables, on va dire. C'est ça. Alors que là, c'est pas, c'est des cendres. C'est ça, c'est incroyable. Je veux dire, pour arriver à un tel état, et puis surtout d'avoir des éléments, comme tu disais tout à l'heure, juste deux jambes qui restent, et puis le reste des cendres. Oui, et 2 jambes intactes. Et 2 jambes intactes. C'est même pas, voilà, il y a pas de cendres sur les jambes, il y a pas d'amorce d'incendie. Enfin, c'est fou, hein, c'est incroyable. Donc voilà. C'est ça qui fait que c'est ultra étonnant, on va dire, ce genre de cas, parce qu'effectivement, comme tu dis, dans des cas d'incendie, en général, les corps sont beaucoup moins traumatisés. Et je pense que si les cas dont on a parlé avaient le même genre de résultat, c'est-à-dire que les personnes étaient brûlées, mais jusqu'à un certain degré, en fait, c'est simple. C'était la cigarette a enflammé la chemise et compagnie, il a brûlé, et puis voilà. Alors que là, le cas est tellement dégradé, et avec à côté toute la maison qui est normale, on va dire, voire même des membres qui sont normaux, comme dans le cas de Madame, je crois que c'est Madame Béatrice Hofsky, où on a la colonne vertébrale qui est intacte, avec encore le foie qui est intact. C'est quand même, c'est ultra étonnant. Alors, les théories, David. Allez, vas-y, je t'écoute. Quelle théorie moderne pour expliquer tout ça? Alors, la plupart des esprits scientifiques soutiennent que ce phénomène n'existe pas, alors que les personnes croyant au surnaturel trouvent cela encore suffisamment curieux pour y croire. Je sais pas dans quel clan tu te trouves, toi, sur ça. Est-ce que tu es plus du genre, non, il y a une explication scientifique, ou est-ce qu'il y a un truc un peu surnaturel là-dedans? Ah non, moi je suis total pro-science là. Science 2000. Ah ouais, carrément. Ok. Moi aussi, hein, plutôt. C'est juste ultra étonnant, mais oui, je suis plutôt science. Hein. Avant le mouvement de la tempérance aux États-Unis dans les années 1800, les cas étaient exclusivement européens, et on a comme l'impression que c'était plutôt une forme de croyance religieuse qui a ensuite été utilisée par un mouvement anti-alcool. En ce qui concerne les exemples modernes, il semble que l'effet mèche puisse s'appliquer. En gros, la personne décède seule chez elle, et sa cigarette enflamme petit à petit ses vêtements, puis son corps. La graisse du corps agit comme alimentation pour allumer le corps, comme une bougie en fait.
Dans sa vidéo sur le sujet, le youtubeur Joe Scott souligne que de nombreuses victimes âgées de combustion spontanée possédaient peut-être encore des tissus et des meubles inflammables, ce qui augmenterait la probabilité d'alimenter le feu, comme une chaise par exemple. Moi personnellement, avant d'écrire ce podcast, cet épisode de podcast, j'avais vraiment du mal avec cette théorie, parce que comme je te l'ai dit tout à l'heure, pour brûler un corps, et surtout des os, il me semble qu'il faut des températures extrêmement élevées. Et c'est bien ce qu'on dit, quand tu as des incendies, les corps sont beaucoup moins marqués, malgré que les températures dans un incendie, je pense que ça doit être l'enfer. Mais voilà, là tu vois vraiment qu'il reste il reste des cendres, quoi. Mais une expérience que j'ai découvert, c'est qu'une expérience ainsi qu'un crime élucidé en France m'a fait changer d'avis. Alors, une de ces expériences, dans laquelle le cadavre est en fait une carcasse de porc ayant plus ou moins la même répartition en graisse que celle d'un humain, a été filmée et présentée dans un documentaire de la chaîne Discovery Channel. Cette expérience s'inspire d'un crime commis dans le sud de la France, dans lequel le corps d'une femme âgée avait été retrouvé presque entièrement réduit en cendres. Les coupables ayant été arrêtés et ayant avoué leurs méfaits, on a une bonne idée du modus operandi. Les coupables ayant été arrêtés, en gros, ce qu'ils vont dire, après avoir tué la victime lors d'une tentative de cambriolage, ils avaient versé sur le col de son vêtement le contenu d'une bouteille de parfum qui se trouve à proximité, et ils avaient mis le feu au corps, au liquide, et donc au corps, avant de s'enfuir. Eux, ce qu'ils voulaient, c'était pas reproduire une expérience, mais en fait, ce qu'ils voulaient, c'était mettre le feu au bâtiment pour effacer leurs traces. Manque de chance, le cadavre s'était plutôt consumé très lentement à l'intérieur de la pièce close, sans que le feu communique à l'ensemble du local. La carcasse de porc fut donc placée dans un environnement reproduisant exactement celui de la victime. Donc il y avait un tapis, il y avait des meubles, il y avait la télévision, il y avait des draps, des rideaux, des trucs comme ça, tu vois. Pour rendre compte des traces de noircissement, de déformation observées sur les lieux du crime à proximité du corps. Et bingo, l'expérience a reproduit ce qui est souvent constaté sur les cas de combustion humaine spontanée. Donc on a vraiment... C'était la première fois qu'on arrivait à démontrer vraiment l'effet mèche, où en fait le corps va se consumer très très lentement en fait. Et c'est d'ailleurs peut-être pour ça que l'ensemble de la pièce n'est pas touché par l'incendie, mais en fait la graisse du corps vient alimenter ce qui est actuellement en train de brûler, et donc petit à petit en fait le corps vient s'incinérer pour être rendu en cendres, quoi. D'accord. J'ai trouvé 2 autres théories, dont je te cite directement le texte. Autre théorie d'un des plus grands spécialistes, un dénommé John Hamer, ex-enquêteur de police, expliquerait le phénomène par une réaction avec l'hydrogène au niveau des cellules. On en a d'autres aussi qui se penchent sur l'hypothèse des mitochondries, organite de la cellule servant à transformer les nutriments des aliments en énergie utilisable par le corps. Une défaillance dans la transformation de l'énergie pourrait résulter en une mini-explosion des mitochondries en question, ce qui entraînerait par le fait même une réaction en chaîne. En éclatant du fait d'un dysfonctionnement, la mitochondrie défaillante entraînerait les autres dans son explosion, et par la proximité très étroite des cellules humaines, l'embrasement de tout le corps, et uniquement le corps, puisqu'une cellule humaine est microscopique. En effet, la série d'explosions n'atteindrait pas les tissus ou matériaux environnants et pourrait tout aussi bien cesser d'elle-même avant d'atteindre les extrémités du corps. Je ne sais pas si tu l'as compris la dernière, mais en gros, ça serait tes cellules humaines du fait d'un dysfonctionnement qui exploserait. Donc en fait, tu exploserais à l'échelle microscopique, donc tu serais réduit en cendres. Ok, d'accord. Bon, un peu plus farfelu quand même, ça. Un peu plus farfelu. L'effet mèche, moi, personnellement, avant, j'y croyais pas du tout. Ça me séduit entre guillemets. Enfin, on va dire que j'ai tendance à y croire un petit peu plus. Qu'en gros, on a des personnes qui font une crise cardiaque dans leur salon, en fumant une cigarette. La cigarette tombe, enflamme le vêtement et compagnie. Moi, j'ai juste un peu de mal avec la cigarette qui enflamme le vêtement et compagnie, parce que bon, j'ai pas l'impression que ça soit vraiment possible.
Et on a aussi le cas comme Monsieur Faherty en 2010 où la médecine légale a conclu qu'en fait il n'était pas mort d'une crise cardiaque, quoi. Enfin, tu sais, les gens, Ouais, c'est après vrai. tu peux dire c'est la seule chose, mais par contre la théorie scientifique de l'effet mèche pour moi me tente bien. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Donc là, je pense que moi je suis plus sur effet mèche aussi, hein, clairement. Hein. Ok, t'es team effet mèche. Ouais, je suis plus c'est plus rationnel. Après l'histoire des cellules, honnêtement, après on n'est pas assez calé pour dire c'est possible ou pas. Donc bon, clairement, honnêtement. Non, je suis pas assez calé. Par contre, elle me séduit aussi, tu vois. Enfin, en fait, tu vas dire, comme je suis pas scientifique, je dois être très facile à séduire, mais je me dis effectivement, ça pourrait expliquer pourquoi tout est brûlé, mais pas. Pas le reste. J'attends du coup la théorie du rayon laser des ovnis, mais bon, tu me l'as pas encore. Non, donné. il y en a pas. Ah, Il merde. y a malheureusement, et tu sais combien je suis friand de ce genre de théorie, hein, mais non, il y a pas d'ovni. Il n'y a pas de surnaturel en fait. Il n'y a pas de théorie. Non, il y a pas. Il n'y a pas vraiment de théorie surnaturelle, hormis le fait qu'effectivement le feu puisse prendre à l'intérieur de toi comme ça. C'est une énigme scientifique, une affaire obscure scientifique, en tout cas on peut le dire. Tout à fait, David. Bon, tout à fait, David. En tout cas, merci de m'avoir écouté pendant merci à si toi longtemps. pour cette super épopée de la combustion humaine. Hein. Honnêtement, moi c'est un sujet que je ne connaissais pas, je ne maîtrisais pas. Et je pense qu'on a quand même encore une énigme à résoudre pour nos amis scientifiques qui font face encore à ce genre de problématiques, de cas. Et puis n'hésitez pas si vous en connaissez, si vous connaissez quelqu'un de vos proches qui a déjà connu une histoire de l'effet mèche, de l'effet cellulaire ou tout autre, n'hésitez pas à documenter sur Discord, puisque on est actif sur Discord, et puis sur tous les autres réseaux que vous connaissez, hein, Florent, on va pas les reciter. Exactement, hein, on a Discord, Facebook, bon Twitter on y est un petit peu moins, mais c'est ça, n'hésitez pas à nous rejoindre. YouTube, c'est vrai, YouTube. Voilà. Non, mais alors... Ça. Et puis en fait on l'a jamais dit, David, mais là, si vous avez apprécié l'épisode, arrêtez tout et abonnez-vous au podcast. En fait, étonnamment, on n'a jamais demandé aux gens de s'abonner au podcast. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à notre podcast et puis à partager. Et si on arrive, et vous oubliez jamais qu'il y a des paliers. Hein, on a mis des paliers dans nos podcasts. Alors, on doit déjà aller sur la chaise de Busby. Bon, ça c'est acté. On doit même enregistrer un épisode sur la chaise de Busby, je pense. Enregistrer un épisode à proximité de la chaise de Busby. Ça, c'est... Ah, moi, dans mes souvenirs, tu t'étais engagé à t'asseoir sur cette chaise en buvant une bière. Bon, écoute, on verra. Peut-être dans ma 81e année ou 82e année, mais pas encore tout de suite. Mais voilà, le prochain palier. Nous, on a pas mal avancé sur le podcast. Alors, on n'est pas assez régulier, mais on va essayer de reprendre un peu de régularité. Mais n'hésitez pas à nous faire passer certains caps. Et allez, le prochain cap, j'allais dire, on fait une combustion humaine. Non. Aïe. Non, j'allais dire, Florent teste la combustion humaine. Ouais, exactement, je teste. Non. Bah, en tout cas, non. Ça pourrait être sympa, par exemple, d'interviewer un médecin légiste. Ça pourrait être sympa. Hein. Ouais, sur toute une série de cas comme ça, un peu, pas forcément que combustion humaine, mais sur des cas qui sont un petit peu étonnants. Tout à fait. Ça pourrait être super intéressant. Ouais. Et comme David l'a dit, n'hésitez pas à réagir sur Facebook ou sur Discord pour nous dire, pour vous, c'est quelle théorie vous appréciez le plus, en tout cas, vous tente le plus. Et puis, si vous avez le fait d'autres cas, on sait que sur Discord, on a eu une discussion il n'y a pas très longtemps avec l'un de vous sur une maison proche de chez vous où il y a eu plusieurs... il y a eu plusieurs faits criminels. On va pas dire où, ni la personne, ni quoi que ce soit, parce qu'en fait, la justice est toujours en cours. Mais c'est des cas qui sont quand même assez surprenants et on aime bien... connaître tout ça de votre part, donc on en discute sur le Discord et sur Facebook. D'ailleurs, je pense que pour activer, parce que
Bon, sur Discord, on fait beaucoup de discussions, on va dire, assez classiques, etc. Mais on va essayer de lancer des petits sujets où vous pourrez, Ouais. on va essayer de vous amener à réagir. Et d'ailleurs, tu ne m'as pas posé la question fatidique, hein, mais Pas encore. pas encore, mais parce que j'ai moi-même une réponse tout à fait singulière, donc j'attends ta question. Mais Alors, David, quel est le prochain sujet dont on va parler sur ce podcast? alors, t'es pas du tout au courant, mais je vais proposer quelque chose en direct. Donc là, t'es mis devant le pas fait mal. accompli. Pas mal. Justement pour essayer de vous amener vers notre Discord et puis pour essayer d'avoir de l'échange hyper interactif et puis surtout d'avoir un maximum de participation des uns et des autres sur ce réseau-là. Je vous propose une chose. Je vous propose 2 sujets. Je vais pas rentrer dans les détails. En fait, je vais vous poser 2 sujets sur Discord et vous allez voter. Est-ce que c'est possible ça sur Discord, Florent? Comme quoi, Bien sûr. voilà, c'est possible. Excellente idée. Et donc, je vais vous proposer, je vous donne un petit peu les 2 angles que j'ambitionne. Soit un sujet 100% surnaturel, soit un sujet 100% légende urbaine. Oh, ok. Ok? Donc, on va mettre en place, dès que ce podcast sera sorti, on va mettre en place le petit vote. Comme ça, vous voterez. Et puis, si c'est... on va vous laisser quoi, une semaine, grosso modo, pour voter. Oui. Et puis comme ça, nous, on pourra... Enfin, en tout cas, moi, je pourrais m'engager dans l'un c'est toi qui ou l'autre t'engages, de là. mes sujets. Sachant que j'ai déjà mes 2 sujets en tête. Hein. Donc, en fait, il n'y a pas de mystère. Quoi. Je ne vous ai pas sorti un truc comme ça du chapeau. J'ai déjà mes 2 sujets. Et donc voilà, hein, ça peut. Bah, c'est parfait, on fait ça. Ça peut du coup vous attirer vers l'échange, hein. C'est parfait. Bah écoute, on va poster ça sur Discord. Donc dès que cet épisode sort, on postera ça et puis vous pourrez réagir avec un emote ou un autre pour sélectionner quel sujet vous préféreriez. Voilà. Puis voilà. Et ben en tout cas, merci Florent pour cet épisode. Et puis merci David. Et puis on se retrouve prochainement, promis. Hein, on va essayer d'être un peu plus. Allez, régularité, la régularité, David. Après, c'est compliqué, hein. Comme on vous l'a dit, on a des vrais, enfin, on va dire des vrais entre guillemets, travail, des vraies vies professionnelles à côté. Donc c'est toujours un petit peu compliqué aussi. La régularité, mais, ça me fait penser un peu à Florent qui disait quand il fallait aller courir le soir, régularité. Ouais. Bon, au bout de 2 jours, c'était terminé, quoi. Exactement. Désolé, hein, on ne lâche pas. Bon, nickel. Mais là, on lâche pas. Hein, on lâche pas l'affaire. Allez, en tout cas, bonne semaine à tous et puis à très bientôt pour un nouvel épisode des Affaires Obscures. Salut. Salut, merci David, merci à tous. À très bientôt.